Bonjour tout le monde, est-ce que vous voyez mon écran puis vous m'entendez? Oui, C'est un grand plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. J'aimerais commencer par remercier le comité étudiant pour l'invitation. Tel que demandé, j'ai préparé une petite présentation informelle pour vous parler de mon parcours académique ainsi que mon laboratoire de recherche que j'ai lancé, comme Alexandre vient de dire, récemment, au CHU, il y a moins qu'un an, en septembre 2020. Donc, pour, pour commencer, je vais me présenter brièvement en jouant cette vidéo que j'ai prise avec mon drone l'automne passé. Je me suis dit que d'un côté, ça va nous permettre de faire un petit tour à l'extérieur aujourd'hui durant cette période sans précédent qui nous oblige toujours d'avoir ce genre d'événements en virtuel. Puis d'autre côté, ça va nous préparer au paysage d'automne qui s'en vient très, très bientôt dans les prochaines semaines. Ici, on voit la faculté de médecine de l'Université de Montréal, pavillon Roger Gaudry, où j'ai récemment été nommé comme professeur sous octroi adjoint au sein du département de neurosciences. C'est ici que je déploie mon programme de recherche qui va porter sur l'application de l'intelligence artificielle en neurosciences, plus particulièrement pour une meilleure prise en charge des conditions neurologiques comme l'épilepsie et psychiatriques comme l'anxiété, dépression et Delirium. Puis si on regarde la vidéo, on arrive maintenant au pavillon principal de l'École polytechnique de Montréal. Pour ceux qui ne connaissent pas l'École polytechnique, c'est l'école d'ingénieurs affiliée à l'Université de Montréal, où j'ai fait mon doctorat que j'ai terminé en 2018, qui portait sur la prédiction des crises d'épilepsie à partir des signaux d'électroencéphalographie, donc l'activité électrique intracrânienne, donc avec des électrodes implémentées dans le cerveau. Je vais parler de ce projet aujourd'hui, mais avant, on va se diriger au Vieux-Port de Montréal, donc au CHUM, où j'ai effectué un stage postdoctoral qui a été financé par Ivado et qui m'a permis d'obtenir mon poste de chercheur principal au CHUM, donc au sein de l'axe neurosciences. Puis, on voit ici le CHUM, donc ça, c'est le bâtiment, donc ça, c'est le centre de recherche, ça, c'est l'hôpital, donc le CHUM, le centre hospitalier de l'Université de Montréal. Et remarquer donc cette proximité spatiale facilitant des collaborations entre donc des cliniciens et des scientifiques, donc de la recherche clinique qui donne accès aux données collectées en routine à des fins cliniques. Mon laboratoire de recherche est au 8e étage du CHUM, donc quelque part ici. Puis nous sommes chanceux d'avoir une grande fenêtre avec une belle vue sur le pont Jacques-Cartier. Pour terminer cette petite visite touristique, on revient chez Ivado. Donc, je suis très fier et reconnaissant de toujours faire partie de la communauté Ivado en tant que professeur d'Ivado, même après que j'ai terminé mon postdoc. Mais suite au discours de Laura puis Alexandre, ça va être un peu difficile que je vous décris mieux Ivado, puis je suis certain que vous connaissez Ivado, mais je prends cette opportunité aujourd'hui pour féliciter le comité étudiant, pour dire que je suis très content de voir ce que vous faites en termes d'activité. Et si le comité aurait existé quand j'étais postdoc, j'aurais certainement aimé en faire partie. Donc, sur papier, donc voici une diapositive qui résume plus systématiquement mon éducation, mon expérience professionnelle et mes intérêts de recherche. En termes d'éducation, j'ai suivi un parcours qui est relativement traditionnel, donc un bac en ingénierie suivi d'une maîtrise, d'un doctorat, d'un postdoc avant d'obtenir mon poste de chercheur. Mais en parallèle, j'ai aussi pu explorer le monde de l'industrie à travers plusieurs stages professionnels donc en industrie et en agissant comme consultant en interface cerveau-machine pour une start-up locale ici à Montréal. Puis ensuite, comme je viens de dire, mon doctorat il a porté sur la prédiction des crises d'épilepsie à partir des signaux EEG intracrâniens, suivi d'un postdoc au CHUM qui m'a permis d'élargir mes perspectives de recherche pour proposer un programme de recherche qu'on va discuter aujourd'hui qui est centré autour de l'épilepsie, mais ça en va quand même au-delà de l'épilepsie. Je suis certain que plusieurs parmi vous sont comme moi convaincus que les progrès importants des dernières années au niveau des capacités de calcul et de traitement de données des ordinateurs laissent croire que l'intelligence artificielle occupera une place prépondérante dans la médecine de demain. Puis en parallèle, on assiste à une sorte d'explosion dans le marché des objets connectés intelligents qui sont capables de mesurer des signes physiologiques, vitaux et de multiples autres paramètres de santé. Ceci dit, mon programme de recherche
se situe à l'intersection de ces concepts d'ingénierie émergents et de sciences de données tels que l'intelligence artificielle, le traitement de signaux physiologiques, les objets connectés et les neurosciences. Et deux thèmes principaux chapeautent mon programme de recherche qu'on va discuter aujourd'hui. Le premier, donc, pour une amélioration des conditions neurologiques, et l'autre, le thème 2, pour une amélioration de la prise en charge de la gestion des conditions psychiatriques. Donc, avant de discuter du programme de recherche, j'aimerais commencer par quelques statistiques concernant l'épilepsie. Vu que les trois premiers projets dont je vais discuter aujourd'hui sont centrés là-dessus, et ça va servir aussi à une introduction pour la présentation de Jérôme, qui va avoir lieu après ma présentation. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas l'épilepsie, c'est une des maladies neurologiques les plus prévalentes qui affectent environ une personne sur 100 dans le monde. Ici, au Canada, chaque jour, 42 nouvelles personnes en moyenne reçoivent un diagnostic d'épilepsie. Puis malgré tous les médicaments que nous avons actuellement en 2021, il reste encore plus que le tiers des patients de tout âge qui continuent à présenter des crises d'épilepsie. Certaines des difficultés que l'on rencontre aujourd'hui lors du traitement de ces patients, que ce soit des patients réfractaires ou des patients contrôlés, pourraient être améliorées ou surmontées en développant des algorithmes capables de détecter, donc la détection des crises d'épilepsie, voire prédire, donc prédiction des crises d'épilepsie, et les implémenter dans des systèmes à boucle fermée que l'on discutera aujourd'hui, ou en développant des outils qui vont permettre d'améliorer le diagnostic d'épilepsie. Ceci dit, l'objectif du premier projet sera de développer un système de détection de crise non invasif, basé sur des objets connectés, non obstructifs, non invasifs, et combiner ces signaux-là avec des techniques avancées d'intelligence artificielle. Donc, ici, on voit le chandail Exoskin, puis justement, Jérôme, qui est étudiant à la maîtrise en neurosciences avec une formation en ingénierie, collabore avec Yassine Lamrani, qui est étudiant en médecine, puis qui est rendu un expert en Python, pour le développement d'un algorithme de détection des crises d'épilepsie à partir du chandail Exoskin. Un chandail connecté qui mesure la respiration au niveau abdominal et thoracique, l'activité électrique cardiaque et le mouvement. Jérôme s'intéresse plus aux aspects multimodaux, donc développer un classificateur donc multimodal, alors que Yassine se concentre plus sur les aspects de respiration. Donc, que ce soit au niveau des développements d'algorithmes, mais aussi au niveau fondamental de changement de la respiration durant les crises d'épilepsie. Un autre projet, toujours, toujours dans le domaine des objets connectés, c'est le projet sur lequel travaillent Anas et Georges. Donc, c'est le projet de détection des crises d'épilepsie de nature nocturne, donc qui ont lieu la nuit, en se basant sur un matelas de pression qui va mesurer en continu la masse pondérée du corps. Puis, l'objectif sera de détecter quand le patient a une crise nocturne. Ici, on peut voir un exemple d'une crise qu'on appelle généralisée tonico-clonique. Donc, c'est une grosse crise, c'est une convulsion, donc qui est caractérisée par des gros mouvements. Puis, on peut voir sa signature telle qu'enregistrée sur un matelas de pression en temps réel. Donc, on voit les mouvements du patient, c'est ce qu'on appelle les clonies, donc les mouvements synchrones, rapides des membres supérieurs et inférieurs. Donc, ça progresse au cours de la crise jusqu'à même le ralentissement, ce qu'on appelle le ralentissement postictal. Donc, ici, je vous donne deux exemples de projets qui sont en cours au niveau des acquisitions, mais on est en train de passer la commande justement cette semaine pour tester d'autres objets connectés pour la détection des crises d'épilepsie, notamment donc un système EMG, donc qui va mesurer l'activité musculaire. Le but, ce sera de voir si on peut détecter certains types de crises d'épilepsie en se basant sur l'activité musculaire. D'autres aussi, des bas connectés qui vont mesurer la pression, puis il y a des accéléromètres là-dedans qui vont mesurer le mouvement des membres inférieurs, puis qui sont couplés à une bande, donc une bande comme une style Apple Watch qui va mesurer donc le rythme cardiaque, l'oxygénation, un accéléromètre aussi là-dedans. Puis aussi, on va avoir un système vidéo EEG, donc qui va nous permettre d'aller faire ces acquisitions-là
qu'on fait présentement à l'unité de monitoring d'épilepsie. Le gérant va parler un peu plus là-dessus aujourd'hui, mais qu'on va pouvoir faire dans un contexte à domicile, donc à l'extérieur de l'hôpital. Évidemment, les systèmes de détection de crise qu'on vient de discuter tantôt ont tous comme défaut que la crise est déjà commencée. Alors, si le but est de les implémenter dans des systèmes à boucle fermée pour des interventions, ce serait alors mieux si on pouvait prédire les crises et intervenir avant qu'elles ne surviennent. Par contre, pour explorer cette avenue de recherche, il faut utiliser plutôt des signaux qui sont invasifs et acquis avec des électrodes implantées, ce qu'on appelle l'électroencéphalographie intracrânienne. La prédiction des crises d'épilepsie peut être facilement comprise par analogie avec la prévision météo. Ça va afficher de façon permanente la probabilité de pluie. Puis si la probabilité est assez élevée, disons 90%, vous décidez d'amener votre parapluie. Tout de même, un patient atteint d'épilepsie qui saurait qu'une crise pourrait survenir déciderait de se mettre en abri, d'appeler un proche, de prendre une journée de congé. Donc ça, c'est dans un contexte advisory. Mais si on parle donc dans un contexte de boucle fermée avec stimulation, on stimulera le cerveau de façon à le rendre dans un état moins susceptible à faire des crises d'épilepsie. Donc, Laura travaille avec Luc sur ce projet. Laura s'intéresse trop aux approches de statistiques d'ordre élevé comme nouveaux précurseurs d'activité épileptique pour la prédiction. En deux mots, elle s'intéresse plutôt au couplage multifréquentiel, donc comment deux composantes fréquentielles d'un signal interagissent ensemble dans différentes périodes. Et Luc aussi, il est intéressé au niveau sommeil, puis il explore comment le sommeil va changer la probabilité d'avoir une crise le lendemain. C'est un projet qui est collaboratif avec Polytechnique. Donc, les deux premiers projets qu'on a discuté, c'est des projets plus orientés vers le suivi, donc en temps continu des patients. Le troisième projet est un peu différent. C'est un projet qui est plus, je dirais, comme ponctuel au niveau d'analyse. Et le but est de développer un algorithme qui est capable de classifier de façon automatique les signaux EEG de routine dans le cadre d'un diagnostic ou d'une évaluation d'épilepsie. Donc, c'est un projet sur lequel travaille Émile Lemoine, qui est étudiant en doctorat, résident aussi en neurologie adulte au CHUM. Il travaille avec Jean-Daniel Tessier, qui vient de terminer son bac en neurosciences. Puis le but, c'est d'utiliser des techniques d'apprentissage profond pour développer un algorithme capable de classifier automatiquement un EEG de routine, donc un signal EEG qui provient de l'activité cérébrale électrique, comme provenant d'un patient atteint d'épilepsie versus d'un sujet normal. Donc, plus concrètement, le EEG de routine, c'est un examen qui est très fréquemment utilisé dans l'investigation et le suivi de patients, soit avec épilepsie suspectée et diagnostiquée, puis qui consiste en enregistrement de 30 à 60 minutes de cette activité électrique cérébrale avec des électrodes collées sur le scalp. Par contre, l'interprétation visuelle de l'EEG peut être difficile, laborieuse et subjective, donc ça dépend de l'expertise du lecteur. C'est pour ça que le but de ce projet, c'est justement de développer un algorithme objectif, quantitatif, capable de classifier automatiquement ces EEG-là. Donc ça, c'était le dernier projet en épilepsie. On a le quatrième projet dont je vous parle aujourd'hui se situe au niveau du thème 2. Donc, on commence un peu à s'orienter vers les conditions psychiatriques. Puis c'est un projet aussi collaboratif de Iman qui est en médecine et Oumaima qui a terminé qui a une formation d'ingénieur spécialisé en intelligence artificielle, puis donc qui commence sa maîtrise en neurosciences, dans lequel elles ont essayé de développer un algorithme qui va dépister des troubles anxio-dépressifs. Donc, dans la même lignée du projet 3, sur lequel Émile et Jean-Daniel travaillent en épilepsie, le but ici, c'est de voir si on peut, à partir des signaux EEG de routine, de trouver des précurseurs d'anxiété et de dépression dans le but de référer rapidement un patient à un psychiatre. Le cinquième projet que je parlais rapidement aujourd'hui, c'est un projet en collaboration avec une start-up ici à Montréal, Neurocerveau, et avec le département de pharmacie et de gériatrie du CHUM. Puis le but, c'est la détection précoce du délirium chez les personnes âgées qui sont particulièrement à risque
de développer du délirium suite à des chirurgies. Donc, toujours à partir des signaux EEG de surface, mais ici à partir d'un système qui est portable, qu'on voit ici, développé par la compagnie Neurocerveau. En deux mots, le délirium, c'est une perturbation de l'attention, de la conscience et de la cognition qui s'installe dans un délai qui est très, très court et qui ne peut pas généralement s'expliquer par un trouble neurocognitif qui est préexistant, mais plutôt la conséquence d'une autre affectation médicale, d'une intoxication, d'un sevrage de substances, etc. Puis, une prise en charge rapide permet de mieux contrôler cette condition, puis c'est justement ça le projet, donc en collaboration avec Neurocerveau, c'est de pouvoir faire une détection précoce du délirium chez des personnes âgées, donc qui sont admis pour une chirurgie digestive ou orthopédique au CHUM. J'arrive à la fin de ma présentation. Je crois profondément que la collaboration est une multiplication, puis ça se traduit dans tous les projets de recherche. Vous avez vu, c'est toujours deux personnes de profils différents qui collaborent sur tous les projets. Donc, n'hésitez pas à me contacter pour toute possibilité de collaboration ou si vous aimeriez se joindre à mon équipe. Finalement, j'aimerais remercier donc nos collaborateurs, notamment Dr Nguyen, qui est neurologue au CHUM, puis qui est impliqué dans tous les projets reliés à l'épilepsie, les Dr Miron et l'Espérance en psychiatrie, M. Nguyen en pharmacie, Dr Vu en gériatrie, Manon Robert et Daphné Sterlet, assistantes de recherche qui contribuent significativement à tous les projets que j'ai présentés aujourd'hui, à nos organismes subventionnaires, notamment mon laboratoire est financé par IVADO, les IRSC, la Fondation Savoie, le CRCHUM, l'Université de Montréal et le groupe d'épilepsie du CHUM. Et merci à vous pour votre attention. Merci beaucoup de cette présentation. Jérôme, voilà, parfait. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je m'appelle Jérôme. Je viens de commencer ma maîtrise en neurosciences à l'UDM, au laboratoire du Dr Boissy. Donc, c'est à l'UDM et au Centre de recherche du CHUM. Puis ma maîtrise porte sur la détection des crises épileptiques avec le sondail Exoskin. Donc, voici le plan de ma présentation. Je vais commencer par une introduction. Je vais mentionner l'objectif de ma maîtrise, montrer le chandail Exoskin, donc expliquer qu'est-ce qu'il fait. Parler de comment on fait les acquisitions, puis l'annotation des crises épileptiques. Puis finalement, je vais montrer un peu un exemple des données puis des résultats qu'on a. Mon projet porte sur l'épilepsie. L'épilepsie, c'est une maladie qui est caractérisée par des crises épileptiques dues à un dérèglement de l'activité électrique du cerveau. Donc, c'est un fonctionnement électrique anormal. Les crises épileptiques peuvent amener des blessures dues aux chutes, aux convulsions. Par exemple, on peut penser à un patient qui va se cogner la tête. Si les crises durent trop longtemps aussi, il peut avoir de la détresse respiratoire ou cardiaque, ce qui peut parfois mener à la mort chez certains patients. Puis, comme ça a été mentionné tantôt, il y a près du tiers, 30 à 35% selon les estimations des patients, que les médicaments ne fonctionnent pas, donc ils sont réfractaires. Puis pour ces patients-là, ce serait important d'avoir des outils complémentaires, vu que la médication ne fonctionne pas, pour les aider. Donc, on peut penser à des appareils de détection. Ils viendraient faire un système à boucle fermée. Donc, ils mesureraient certains signaux, comme qu'on a mentionné tantôt, ça peut être la fréquence cardiaque, les mouvements, ça peut être l'EEG dans certains cas. Ensuite, ces données-là seraient transmises et traitées. Et puis, lorsqu'on aurait des indicateurs d'une crise, donc que les signaux seraient anormalement élevés, que ça varierait beaucoup, ou d'autres trucs comme ça, ben là, il faudrait avoir une réponse appropriée dépendamment du cas. Il y a certains patients qui ont de la stimulation du nerf vague ou d'une région du cerveau, puis donc, si on détecte la crise, ça serait de stimuler le patient, ou sinon, d'envoyer une alerte aux proches pour que les patients aient
de l'aide rapidement. Donc, si c'est en contexte hospitalier, ça pourrait être aussi une alerte aux infirmières ou aux techniciens qui gèrent l'unité, par exemple. Donc, dans les crises épileptiques, la meilleure façon de les détecter ou de les percevoir, c'est avec le EEG. Le EEG, c'est l'électroencéphalogramme. L'électroencéphalogramme mesure l'activité électrique du cerveau avec plusieurs électrodes collés sur le cuir chevelu. Le problème de ça, c'est ben, le problème, c'est que c'est stigmatisant et encombrant, donc c'est aussi désagréable parce que c'est collé sur le cuir chevelu, donc il y a de la colle là-dedans. Puis dans la vie de tous les jours, du moins c'est visible. Donc c'est pas nécessairement l'idéal pour en tout temps pour un patient, par exemple. Donc, il y a d'autres signaux qui peuvent être enregistrés et utilisés pour faire de la détection de crise. Donc, on peut penser au rythme cardiaque. Donc, il y a une augmentation du rythme cardiaque dans 80% des crises, donc la tachycardie. La respiration aussi est modifiée. Dans les crises, il peut y avoir une diminution, donc de l'apnée, ou une plus grande variabilité du rythme respiratoire. Donc, par exemple, le patient fait de l'apnée pendant un petit bout de temps, puis après, il se met à respirer beaucoup pour, disons, compenser. Donc, tous ces paramètres respiratoires-là, ça peut être analysé puis utilisé dans la détection. Donc, il y a certains appareils qui sont en ce moment sur le marché et en recherche. Donc, un appareil en recherche, ça serait le EEG derrière l'oreille, qui a justement des recherches qui sont portées là-dessus. C'est plus petit qu'un EEG normal, donc c'est que quelques électrodes au niveau temporal puis tout le tour de l'oreille. Il y a quand même une très bonne sensibilité, donc 94,5% des détections sont bonnes. Par contre, c'est pas encore commercialisé, puis c'est quand même apparent. Donc, on sait que c'est un outil médical. Il y a aussi la montre Embrace de Empatica qui est plutôt discrète, qui a l'avantage d'être approuvée par le FDA. Par contre, ça détecte uniquement les crises généralisées tonico-cloniques. Donc, on pense encore aux crises avec convulsions, perte de conscience, et puis ça détecte uniquement celles qui durent plus que 20 secondes. Donc, c'est assez limité en termes de ce que ça peut détecter. Donc, le but de ma maîtrise, c'est de détecter tous les types de crises avec les données provenant du chandail Exoskin, puis de développer un algorithme qui va fonctionner en temps réel au niveau de la détection. Donc, les caractéristiques du chandail, ça ressemble à ça. C'est une camisole qui enregistre en continu l'accélérométrie, donc 64 données par seconde, l'électrocardiogramme à 256 données par seconde, les capteurs respiratoires avec 128 Hz. Et puis la batterie dure 30 heures, donc à tous les jours, il faut changer les boîtiers ici qui enregistrent les données pour recharger la batterie puis synchroniser les données. Exoskin, fait par la compagnie Curie Technologies, c'est une compagnie montréalaise. Puis fait intéressant, c'est la compagnie fait aussi des chandails pour les astronautes. Donc on peut voir David Saint-Jacques sur l'International Space Station porter le chandail, puis dans le fond, ça sert à mesurer plusieurs signes vitaux des astronautes dans l'espace. Au niveau de l'acquisition des données, c'est un projet qu'on propose à tous les patients qui viennent à l'unité de monitoring de l'épilepsie pour un certain nombre de jours. Puis ces patients-là, ils viennent pour des raisons cliniques. Donc, les médecins, ils veulent avoir plus d'informations sur leurs conditions ou c'est pour des diagnostics. Puis, lorsqu'ils viennent pour au moins 2-3 journées, on leur propose le projet. Donc, depuis 2019, on a 100 patients qui ont été recrutés, plus de 100 patients. Puis, ça totalise plusieurs centaines de crises, au minimum 300 qui ont déjà été enregistrées, voire plus. Puis, ce qui est intéressant de l'unité de monitoring d'épilepsie, c'est que les vidéos, on a le vidéo et les EEG en continu pour toute la durée du séjour du patient. Donc, voici ce à quoi ressemblent les données EEG, avec le vidéo que normalement on verrait, mais pour le respect de la vie privée, on a enlevé. Puis, on a
un expert épileptologue qui va revoir tous ces enregistrements-là, des patients qu'on a recrutés, afin de dire précisément quand sont les débuts des crises, quand sont la fin des crises, l'effet des crises et aussi le type de crise. Donc, on va avoir toutes les données de tous les patients, à savoir les enregistrements sont faits, les crises se sont faits exactement à tel moment, sont finis à tel moment, et lorsque ces données-là sont revues, ça se fait à l'aveugle par rapport aux signaux exoskin pour pas avoir ce biais-là. Les patients arrivent à l'unité, on s'en va lui parler du projet. Et si le patient est intéressé, on lui fait lire et signer le formulaire de consentement. Ensuite, il y a un questionnaire au début et à la fin pour parler de l'acceptabilité du projet auprès des patients. Donc, savoir par exemple combien ils seraient prêts à débourser pour un système de détection, qu'est-ce qui est important pour eux, etc. Donc, puis à tous les jours, on va changer le boîtier du chandail. Puis on met de la crème sur les électrodes pour qu'il y ait un meilleur contact avec la peau puis avoir des meilleures données. Donc, c'est ça. Voici un exemple de données recueillies auprès d'un patient à l'unité. On peut voir les données respiratoires, on peut voir les inspirations, les expirations. Donc, c'est un signal sinusoïdal. Donc, on peut extraire la fréquence respiratoire, la ventilation, puis d'autres paramètres selon l'amplitude puis la fréquence du signal. On a aussi les données ECG, d'où on peut extraire la fréquence cardiaque, certains intervalles entre des pics, et on peut trouver la fréquence cardiaque au repos, etc. Puis les accéléromètres, je les ai pas mis, mais la plupart du temps, c'est des lignes droites quand le patient ne bouge pas. Donc, voici ce à quoi ça peut ressembler durant une crise. Le CG, il y a une fréquence stable au début. Là, la crise commence, la crise électrique, première ligne, début clinique, donc le patient se met à bouger. Ici, il y a la généralisation, ça c'est quand la crise se propage à tout le cerveau, puis le patient perd la carte, il y a des mouvements dans ce cas-ci. Puis on peut voir, c'est ça, dans l'accélérométrie, que dès le début clinique, il se met à bouger, qu'il y a une variation des signaux respiratoires à partir du début clinique, puis que le CG est beaucoup plus, la fréquence est beaucoup plus rapide durant, après que avant le début de la crise. Donc, avec ces données-là, on a fait une analyse préliminaire comportant uniquement 15 patients et 88 crises. Les patients ont été séparés apprentissage versus test. Donc, on a pris 80% des 88 crises pour l'apprentissage et le reste en test. Et aussi, les données, il y a autant de données interictales que ictales. Donc, interictale qui veut dire entre les crises. Donc, si par exemple, la première crise dure 20 secondes, on a mis aussi un 20 secondes plus tard, quand le patient est normal, il n'est pas en état de crise. Donc, pour classifier état de crise, pas crise, il y a la courbe ici, ROC, qui permet de comparer, par exemple, avec la chance, disons. Là. Donc, pour l'instant, avec uniquement ces patients-là et les données respiratoires, on a une sensibilité 76,7%, puis précision de presque 80%, puis un recall de 84%. Donc, l'impact que le projet peut avoir, ce serait qu'au niveau des alertes, ça permettrait de réduire la morbidité et la mortalité due aux crises avec une intervention plus rapide de la part des proches ou du personnel de la santé pour venir aider le patient. Ça permettrait aussi peut-être d'avoir une meilleure idée de la réponse aux médicaments ou de la fréquence des crises en faisant un journal de crise automatisé. Puis les médecins pourraient savoir, par exemple, donc on a changé la médication, mais le patient fait toujours autant de crises. Puis aussi, le fait de savoir à quelle fréquence les crises sont faites, ça permet un peu de prédire quand elles seront. Parce qu'il y a certains patients qui vont faire des crises à toutes les 2 semaines ou à tous les mois.
Puis c'est des informations quand même intéressantes à savoir pour le suivi des patients. Aussi, ça peut aider à diminuer le stress et l'anxiété des proches aidants, de la famille, des conjoints-conjointes, en sachant que cet appareil-là va pouvoir les avertir s'il se passe de quoi d'anormal. Donc, la suite, les prochaines étapes, c'est de poursuivre les acquisitions avec les nouveaux patients. Donc ça se fait en continu toute l'année. Dès qu'il y a des nouveaux patients, on va les recruter. Et ensuite, c'est d'implémenter des stratégies de classification multimodale, donc d'extraire des nouveaux paramètres, de les rajouter aux analyses, d'ajouter plusieurs patients pour avoir des meilleurs résultats. Plus de patients, plus de crises pour augmenter notre base de données, notre base d'analyse. Ensuite, passer de la classification à la détection, donc que l'algorithme prenne toutes les données une par une pour tous les enregistrements des patients, donc 24 heures, puis que ça puisse détecter la crise. Donc, plutôt que classifier tel moment, est-ce que c'est une crise versus pas crise, là ça serait de dire la crise se passerait là. On la détecte. Ensuite, ça serait de faire ça en temps réel, puis de recruter des nouveaux patients pour tester notre algorithme avec eux. Donc, je remercie nos partenaires, donc partenaires industriels Exoskin, Ivado qui finance ma maîtrise. Donc, merci à vous, Ivado. Merci à l'équipe d'acquisition actuelle qui aide dans justement tout le processus d'acquisition, d'aller voir les patients. Puis, il y a eu plusieurs personnes aussi dans les années précédentes qui ont fait partie de l'équipe d'acquisition. Puis merci à mes co-directeurs de recherche. Ça fait le tour pour ma présentation. Si jamais vous avez des questions, je pense que c'est le moment. Un grand